L'un des tweets presque les plus drôles quand ma démission a été annoncée était « Si Madame Giraud avait été un homme, on l'aurait accusé de MeToo. Si on ne l'avait pas accusé de MeToo, on l'aurait accusé d'abus sexuels. » J'ai trouvé cela drôle parce que cela montre clairement que, quand on n'a rien d'autre à reprocher, le plagiat doit servir de dernier recours, qui est bien sûr une accusation valable uniquement dans l'espace intellectuel ou académique. Hallo und herzlich willkommen auf Neutrality Studies. Bonjour et bienvenue chez Neutrality Studies. Aujourd'hui encore avec une contribution en allemand, car je parle avec Dr. Ulrike Gero, l'une des politologues les plus connues d'Allemagne. Madame le Dr. Gero est la fondatrice et co-directrice du European Democracy Lab. Elle a été professeure à l'Université de formation continue Krems à partir de 2016 et de 2021 à 2023, elle a été professeure de politique européenne à l'Université de Bonn, jusqu'à ce que cette dernière la licencie l'année dernière en raison d'accusations de plagiat. Dr. Gero a également été une critique des mesures gouvernementales contre le coronavirus. À l'époque, elle a présenté publiquement des analyses importantes de la situation sociale, notamment sur la chaîne du philosophe Gunnar Kaiser, parti beaucoup trop tôt. Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, elle a été l'une des premières signataires du Manifeste pour la paix de Sarah Wagenknecht et Alice Schwarzer. Elle s'est également exprimée à plusieurs reprises dans les médias allemands en faveur d'une solution diplomatique immédiate au conflit. Pour son analyse basée sur le réalisme, elle a ensuite été sévèrement critiquée. Personnellement, je considère Madame Gero comme l'une des plus grandes penseuses allemandes de notre temps. C'est pourquoi c'est un honneur particulier pour moi de pouvoir parler avec elle aujourd'hui. Madame Gero, bienvenue. Frau Gero, herzlich willkommen. Bonjour, je suis vraiment très heureux, merci beaucoup. Ich danke Ihnen und vielleicht fangen Je vous remercie. Et peut-être que nous commencerons tout de suite avec ces accusations de plagiat insupportables. Madame Gero, comment allez-vous? De quoi vous accuse-t-on? Et où en êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars, le jour où nous parlons. März, wo wir miteinander sprechen. Oui, donc tout d'abord, merci pour la question, que je puisse m'exprimer ici. Comment vais-je? Nous entrons dans le printemps et à Berlin aussi, le soleil commence lentement à briller à nouveau. C'est très agréable, je suis, disons, un peu fatiguée d'attendre. On m'a licenciée en février dernier, cela fait maintenant plus d'1 an. Et pour de nombreuses raisons, le procès, j'ai donc déposé une plainte pour licenciement abusif parce que je conteste le licenciement ou l'efficacité du licenciement. Et pour de nombreuses raisons, la date du procès a été reportée 5 fois. Donc de septembre à octobre, à janvier à février, maintenant à avril. Et quand on est suspendu entre deux eaux pendant 14 mois, sans vraiment savoir ce qui va arriver, et qu'un tel procès dépend beaucoup pour moi, donc d'une part la réhabilitation espérée, et bien sûr ensuite une sorte d'indemnisation financière. Alors attendre 14 mois, c'est long, donc en ce sens je me sens bien, mais je serai aussi soulagée quand ce sera fini, le 24 avril, maintenant le procès devant le tribunal du travail à Bonn, quand ce sera enfin terminé. Concernant l'affaire Gero, je peux peut-être le montrer à la caméra, l'affaire Gero, tentative d'exécution publique, je tiens à préciser, ce n'est pas mon livre. Je n'ai pas écrit ce livre, je ne l'ai pas initié. Il est publié par Gabriel Gissi. Dans le livre, il y a 3 contributions pour ceux qui veulent le lire. C'est un livre court, donc on peut le lire en 1h30. Le premier article est de 2 sociologues, Madame Egner et Madame Uhlenwinkel, qui ont réalisé une étude empirique sur les départs des universités allemandes depuis 2020 et qui conclut qu'au niveau des professeurs, donc nous ne parlons pas du personnel intermédiaire, 25 professeurs ont été finalement révoqués, licenciés, partis pour des raisons douteuses. Cela n'inclut pas, disons, le personnel intermédiaire, qui a parfois
des contrats à durée déterminée et qui ne sont simplement pas renouvelés. Alors ce n'est pas un licenciement, oui, mais néanmoins les gens partent. Cela n'est même pas inclus. Cela signifie que, pour commencer, ce volume classe, et je tiens beaucoup à ce que je ne sois pas un cas isolé, mais que nous puissions observer qu'il y a apparemment des départs pour d'autres motifs des universités allemandes. Le deuxième article traite du plagiat. Il n'est pas de Christophe Leven, il analyse en quelque sorte assez durement mes erreurs, conclut qu'il s'agit de broutilles, conclut que ce sont, et je m'en excuse, des négligences. Donc par exemple, le discours indirect sans guillemets, c'est-à-dire qu'on dit « l'auteur quelconque », écrit dans son livre quelconque, virgule, cela, et puis il manque les guillemets. Maintenant, on peut discuter si le discours indirect a besoin ou non de guillemets. En tout cas, ce que je veux dire, peu importe comment M. Löw argumente ou analyse, ce sont en fait des bagatelles. J'aimerais ajouter que les livres incriminés dont il est question, je les ai écrits chacun en 3 semaines, ce n'est pas beaucoup de temps. Il n'y a pas non plus tellement de révision éditoriale. Donc, je me suis déjà excusée publiquement pour les négligences. Dans ces livres non scientifiques, c'est aussi important, donc ce ne sont pas des travaux de qualification scientifique, qu'il y a des négligences. Mais pour donner une dimension, si on voulait l'exprimer en pourcentage, donc le nombre de mots sur le volume du livre, ces négligences se situent dans une fourchette de 0,88 à 2%. Donc en principe, on pourrait considérer cela comme une tolérance d'erreur. Pour comparaison, la Cour de justice européenne ou la Cour des comptes européenne a maintenant signalé que dans l'attribution des fonds publics de l'UKMOE, donc où des montants de millions sont attribués, il y a un taux d'erreur de 4,1%. Et pour cela, aucun fonctionnaire de la Commission ne quitte son poste de travail. Donc juste pour clarifier la dimension. Et pour ces vraiment petites négligences, on ne m'a bien sûr pas confirmé. Donc c'était le prétexte. Cette accusation de plagiat était je dis prétexte, oui, ou était la raison du licenciement. Et c'est pourquoi j'ai déposé une plainte pour protection contre le licenciement, parce que je pense que ces erreurs se situent dans une marge d'erreur tolérable, qu'il ne s'agissait pas de livres scientifiques et que, disons, une réprimande aurait peut-être suffi, mais pas un licenciement, surtout un licenciement sans consultation préalable avec moi, pour me réprimander ou même simplement m'informer. Le troisième article dans le volume, encore une fois, est de Roberto de la Puente. C'est un auteur qui essaie de tracer chronologiquement tout l'événement. Donc, quand ai-je dit quoi en public, soit sur les mesures contre le corona ou justement sur la guerre en Ukraine, quand les accusations de plagiat ont-elles été soulevées? Par qui ont-elles été soulevées? Quelle est la relation entre les personnes qui ont soulevé les accusations et moi? Et il trace cela. Et si on le trace, on peut arriver à des conclusions intéressantes. Donc, il y a évidemment une coïncidence temporelle entre les moments où j'ai exprimé des critiques sur le corona, sur l'Ukraine, et ensuite les accusations de plagiat qui sont survenues. Ce sont de vieux livres. Donc, on aurait pu trouver les erreurs dans un livre de 2016 qui était également soumis à l'évaluation de l'université lors de mon embauche. On aurait pu trouver les erreurs déjà en 2016 ou au moment de mon embauche, mais elles ont été trouvées après que je me sois exprimée publiquement. Vous voyez, c'est la connexion temporelle que Roberto de la Puente fait ici, et il nomme aussi certains acteurs qui sont toujours les mêmes acteurs. Il s'agit très concrètement du rôle de la FAD, il s'agit très concrètement du rôle d'un politologue de Trèves, de qui proviennent tous les 3 articles d'accusation, et on peut donc tout lire et ensuite se faire sa propre opinion. En ce sens, je suis reconnaissant que ce livre existe, car il est bien recherché par 3 auteurs, et je suis en fait heureux que le livre trouve désormais une certaine attention. On m'a dit de la part de l'éditeur qu'il y avait maintenant quelque chose comme 3000 exemplaires vendus. C'est en fait déjà un nombre assez impressionnant de ventes. De plus, il y a dans ce livre une documentation. Il y a eu au total 186 articles haineux sur moi, donc
de la haine et de la diffamation, professeur controversé. Professeur controversé. Et pour le dire brièvement, ça fait très mal quand cela arrive. Donc, ça fait très mal quand tant d'articles sont si massivement écrits par des gens qui ne me connaissent même pas personnellement, sans parler de m'appeler pour connaître mon opinion. Ce serait du bon journalisme que la personne concernée soit interviewée. Oui, tout cela n'est pas arrivé. Donc, il y a eu une avalanche de 186 articles au total. Parmi eux, 50 sont documentés dans le livre, donc documentés quel journal, quand, où, etc. Et le livre documente aussi le communiqué de presse de l'Université de Bonn après la publication de mon livre sur la fin de partie. En octobre 2022, j'ai écrit un livre avec Hauke Ritz sur la guerre en Ukraine, intitulé « Fin de partie pour l'Europe ». Je tiens beaucoup à ce que, par exemple, on n'ait trouvé aucune erreur dans ce livre. Pas une seule erreur, ni sur le fond, ni sur la forme. Et j'ai écrit ce livre avec Hauke Ritz, et c'est un essai. Un essai. Donc, nous écrivons au début que c'est un essai, les choses, la façon de voir la guerre ukraino-russe différemment, de l'évaluer différemment. Nous citons même Adorno, donc au début Adorno dans son célèbre essai sur l'essai. Essai signifie tentative, qui est simplement la tentative de prendre une autre perspective, ce qui est en fait la base d'un discours scientifique. Où regarde-t-on? De quelle perspective éclaire-t-on un événement? C'est ce que nous avons essayé. Et 10 jours après la publication du livre, qui est paru le 24 octobre 2022, 10 jours plus tard, l'université s'est publiquement distanciée de moi. Dans la déclaration de distanciation, mon nom n'est pas mentionné, pas explicitement mentionné. Mais il était tout à fait clair que c'était moi qui étais visée, car par la suite, 6 journaux internationaux ont repris la distanciation de l'université et m'ont ensuite mentionné. Donc, il était évident pour tout le monde, même si l'université ne mentionnait pas, tous savaient que j'étais visée. Et la situation est inhabituelle dans la mesure où je n'écris pas de livres au nom de l'université, mais j'écris des livres, ou dans ce cas, un essai. Encore un livre non scientifique. J'écris ces livres en tant que citoyenne engagée, comme quelqu'un qui voulait s'engager dans un débat. Nous voulions délibérément mettre en lumière un aspect européen de ce conflit et je suis professeur de politique européenne, donc je voulais me le permettre. Et il est frappant, peut-être pour conclure, que ce livre ait naturellement créé une grande agitation et aussi la distance prise par l'université à mon égard. Et le licenciement a suivi après. Donc il a eu lieu en février 2023, quelques mois plus tard. Et il est également remarquable qu'à l'été 2022, un collègue m'avait dit que l'Université de Bonn avait fait passer mes livres, qui étaient alors incriminés pour plagiat, à travers un logiciel de détection de plagiat. Et il s'est avéré que ce n'était pas grand-chose, comme je l'ai dit, de 0,88 à 2%. Il ne fallait pas que je m'inquiète, on devait convoquer une commission en raison de la pression publique, et ensuite je recevrais un blâme, mais je ne devais pas m'inquiéter. Donc, c'était à l'été 2022, après le livre sur le corona, dans lequel je critiquais les mesures, puis j'écris le livre sur le final de l'Europe, et ensuite vient le licenciement. C'est au moins frappant comme déroulement chronologique, car lorsque la commission sur le plagiat a été convoquée en décembre 2022, j'ai pensé que c'était exactement ce qu'on m'avait dit. Maintenant, cette commission serait convoquée et ensuite je serais réprimandée pour quelques négligences. Et au lieu de cela, vraiment de manière inattendue, sans information préalable, le licenciement est arrivé. Et cela m'a vraiment bien touchée. Maintenant, vous devez m'aider brièvement, car au Japon, j'utilise plus ou moins le système américain avec des positions de tenure et des positions contractuelles. En Europe, en Allemagne, le système est un peu différent, mais en Allemagne, la protection des employés est extrêmement forte sous leur droit du travail. Donc en Suisse, par exemple, on peut mettre n'importe quel employé à la porte dans les 3 mois. Mais cela n'est pas possible en Allemagne. Pourquoi est-ce possible alors pour un professeur à l'université
où il est clair que les professeurs méritent encore une protection supplémentaire dans la société, justement à cause des controverses. Comment cela se fait-il? Donc aussi du point de vue du droit du travail. Wie geht das? Also auch und arbeitsrechtlich? Oui, c'est pourquoi j'ai déposé une plainte pour protection contre le licenciement. Mon avocat est convaincu que cela n'était pas légal. Et c'est pourquoi j'ai déposé une plainte pour protection contre le licenciement. Donc, c'est exactement la raison pour laquelle j'attends maintenant qu'un tribunal allemand, qui traitera l'affaire le 24 avril, détermine, espérons-le, que cela n'est pas acceptable. Je tiens à dire que je ne suis pas fonctionnaire. J'étais trop âgée quand j'ai été nommée. Donc j'étais déjà en Autriche auparavant, mais comme je ne suis pas autrichienne, je ne pouvais pas devenir fonctionnaire en Autriche. Et ensuite, j'ai été employée dans le service public. J'ai été nommée à l'université de Bonn à l'âge de 57 ans. Donc j'étais employée dans le service public. Mais c'est maintenant au droit du travail allemand de décider dans quelle mesure cela a été illégal. Et à cet égard, j'attends cette décision avec impatience. Par exemple, il n'y a eu aucun avertissement. Oui, il y a une règle d'or dans le droit du travail allemand, pas d'avertissement, pas de licenciement. C'est en quelque sorte la règle d'or du droit du travail. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire examiner cela. L'université ne reconnaîtrait bien sûr jamais que ce licenciement a quelque chose à voir avec ses déclarations publiques, mais va maintenant tout rejeter sur les accusations de plagiat. Cependant, il faut aussi dire que l'Allemagne a une histoire tragique avec ces accusations de plagiat. Ainsi, ils ont perdu un président à cause d'accusations de plagiat. Vous devez m'aider un instant. Comment s'appelait-il? Président de la République. Oui, exactement. Et finalement, 2 ans plus tard, tout cela n'était rien. Donc il a été lavé à 100% de ces accusations, mais il n'était déjà plus président, car il avait bien sûr démissionné en raison de ces accusations. Que pensez-vous du système? Hat das System Ihrer Ansicht nach? Donc, tout d'abord, je tiens beaucoup à ce que, lorsque je parle maintenant de cette affaire et que j'essaie de le faire de manière aussi sobre et objective que possible, ce n'est en aucun cas mon intention de dénigrer l'université de Bonn ou les acteurs de quelque manière que ce soit. Ce n'est pas le sujet. Donc, je voudrais vraiment insister pour que j'essaie ou que les auteurs dans ce livre aient essayé de contextualiser l'affaire. Donc, essentiellement, je crois que cela ne concerne pas moi et ma personne et ce plagiat, mais il s'agit d'une situation sociale qui semble avoir émergé dans la République fédérale où la pression à la conformité, la restriction des corridors d'opinion et ainsi de suite ont conduit dans certaines situations, par exemple lors de la discussion sur les mesures contre le coronavirus ou lors de la discussion sur la guerre russo-ukrainienne, à restreindre extrêmement les corridors d'opinion et où une société semble avoir été hautement hypnotisée ou excitée, ne voulant plus laisser la parole à d'autres voix. Et je crois que c'est d'abord une situation spécifique. Nous n'avons pas le coronavirus tous les jours et nous n'avons pas non plus une guerre tous les jours. Ce sont de nouvelles situations. Il me semble que toute une société doit en quelque sorte trouver son équilibre. Qu'est-ce qui est encore permis dans ces états d'urgence? Alors, cela me semble être un processus social. C'est ainsi que l'on a également argumenté avec le corona. C'est maintenant une circonstance particulière et avec la guerre, c'est un peu similaire. Donc, c'est maintenant la guerre et donc, encore une fois, il ne s'agit pas de parler mal de quelqu'un. Je le dis explicitement. Donc, je trouve que l'université de Bonn est une excellente université. Je suis content d'y être allé. Et c'est peut-être aussi important de dire, je devais diriger un institut, l'Institut Sandra Ernst Robert Curtius, donc un institut d'études européennes. Et il est également important pour moi de dire que sur le site web de cet institut, il est dit que cet institut a pour mission de repenser l'Europe au XXIe siècle au-delà des hypothèses paradigmatiques du XXe siècle, l'Europe et son rôle dans le monde. Et en fait, je pensais que mon essai fin de partie pour l'Europe était exactement cela.
c'est-à-dire un essai, une tentative d'adopter d'autres perspectives et de repenser l'Europe au-delà des hypothèses paradigmatiques pour le XXIe siècle. Donc l'Europe dans un monde multipolaire. Puis viennent ces réactions massives qui ne sont pas l'université, c'est important de le dire, mais l'université était elle-même sous pression. Donc, il y avait le Conseil des étudiants, il y avait les JUSO, il y avait le Parlement étudiant. Alors avant tout, les étudiants, manifestement en tant que jeunes, ont aidé. Il faudrait également réfléchir à pourquoi c'est le cas, pourquoi spécifiquement les jeunes, qui sont dans leur phase créative et critique, repensent le monde, font les choses différemment, pourquoi ces jeunes sont si soumis à la pression de conformité dans les deux débats sur le corona et l'Ukraine. C'est en soi une question intéressante pour la société. Et dans cette situation, spécifique, il est important pour moi de le dire car il ne s'agit pas de dénigrer qui que ce soit. Il s'agit simplement de comprendre la situation. Dans cette situation, donc, j'écris ces 2 livres critiques. Et une opinion publique agitée met l'université de Bonn sous pression. Il y a eu pendant des semaines des fils sur Twitter, hashtag Ulrike Gero doit quitter cette université. Cette femme nuit à la réputation de l'université de Bonn, et ainsi de suite. Oui. Et on peut seulement imaginer qu'une administration universitaire se retrouve vraiment sous pression lorsqu'elle vit une telle situation et que dans de telles circonstances, des réactions excessives peuvent se produire. On se dit alors, que faisons-nous maintenant avec cette femme ? On peut bien l'imaginer. Le problème, bien sûr, c'est qu'alors, aucun dialogue n'était plus possible. Donc, j'ai toujours prête à discuter à tout moment, donc aussi avec la STEA, les JUSO et ainsi de suite. J'ai toujours dit que nous aimerions discuter de mes livres en amphithéâtre. Ce serait la fonction de l'université de discuter, controverser des livres en amphithéâtre. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. C'était un long détour pour répondre à votre question, qui est, si une situation comme celle décrite se produit, on pourrait supposer qu'il faut trouver quelque chose pour se débarrasser de cette personne. Et donc, la plupart des accusations de plagiat que nous connaissons maintenant en Allemagne, contre Annette Schavan ou Zu Guttenberg ou Christian Wulff ou qui que ce soit, sont survenues chez des personnes qui, pour une raison quelconque, sont devenues impopulaires ou indésirables. Oui, alors que d'autres personnes, dont nous savons aussi que les livres sont, disons, presque entièrement copiés, comme Annalena Baerbock, en sont un bon exemple. Là, il est évident que ce livre qu'elle a écrit avant les élections est à 90% un plagiat. Oui, mais la personne qui n'est pas indésirable, elle peut, et la personne qui est indésirable, elle ne peut pas. Donc en principe, il faudrait vérifier si on applique une double mesure ici. Et je crois que l'on peut affirmer cela en regardant les différentes accusations. La deuxième chose à vérifier, ou ce que la société devrait répondre, à mon avis, serait comment nous, en tant que société, voulons réellement traiter avec ces chasseurs de plagiat autoproclamés. Oui, parce qu'ils reçoivent en partie de l'argent pour cela. Ils sont vraiment mandatés en partie pour vérifier des personnes, pour dire « il y a quelqu'un qui est indésirable, regarde encore une fois pour voir si tu trouves un cadavre dans la cave », quelque chose comme ça. Et je n'ai vraiment rien contre le fait que dans la République fédérale, le comportement déloyal ou les infractions à la loi soient révélés. Néanmoins, il me semble que cette chasse au plagiat forcé est une spécificité des temps modernes qui remplit exactement ce but, à savoir que fondamentalement, des personnes autoproclamées agissent presque comme si elles étaient en mission afin de trouver des arguments pour pousser certaines personnes hors de l'espace public. Et je trouve que la société, donc vraiment la société, y compris l'université, devrait discuter des 2 questions. À savoir, la première question, que fait-on avec ces chasseurs de plagiat? Comment la société gère-t-elle cela? Parce que le point est encore important. Vous l'avez dit, au moment où les accusations sont portées, la vie des personnes concernées est terminée.
et que les accusations de plagiat soient réfutées 2 ans plus tard ou non, le démenti n'intéresse personne. Et c'est bien sûr aussi mon problème, parce que le dommage est déjà fait. Cela fait 1 an que j'ai été éloignée de l'université, et pas seulement de l'université, mais en fait aussi de la vie publique. Sans paiement, sans salaire. Sans salaire, exactement. Donc entre février et mars de l'année dernière, je n'ai tout simplement plus reçu de salaire. Imaginez le choc personnel que cela représente quand on a des crédits immobiliers à payer, 2 enfants, etc. Et du 16 février au 1er mars, plus aucun salaire n'arrive. Plus rien. Alors, quand on a 57 ans et pas de partenaire, il faut d'abord digérer ça. La plupart des gens s'imaginent qu'il y a un mari qui gagne encore de l'argent. Ou probablement, la plupart s'imaginent que quand on travaille dans les médias, on a beaucoup d'argent, ou les gens pensent que de toute façon tout le monde a hérité de quelque chose. Non, je vis de mes revenus. Et du jour au lendemain, ne plus avoir de revenus, c'est vraiment une crise existentielle. Cela signifie que ce que font ces chasseurs de plagiat, je veux le souligner à nouveau, ils détruisent réellement des existences. Et que l'on ait raison ou non par la suite, et que ces accusations soient réfutées ou non, est en fait secondaire pour la personne concernée. Et réfléchir à cela dans une société ouverte, je pense que c'est important. Je crois que c'est pourquoi le livre a aussi le sous-titre « Tentative d'une exécution publique ». Parce que la tentative immédiate est clairement de détruire quelqu'un d'abord. Alors, la tâche que nous avons en tant qu'intellectuels et universitaires est également d'analyser ce qui se passe actuellement dans nos sociétés. Car c'est précisément ce qui est si difficile. La beauté. Je suis en fait historien, donc j'ai écrit une thèse d'histoire. La beauté de l'histoire est que l'on peut regarder en arrière, tranquillement, et observer avec sérénité tout ce qui s'est passé, parce que les esprits ne sont plus échauffés. Dans le présent, tout est en ébullition. Et puis, on doit essayer de calmer les choses. Et nous voyons actuellement un renversement sociétal, d'accusations et de verdicts qui se déroulent. Ce n'est pas seulement dans le contexte académique. Dans le milieu académique, bien sûr aussi. Donc votre cas s'inscrit dans une longue litanie de cas internationaux. Eine ganze Litanei an internationalen Fällen. Also Frau Claudine Gay heißt sie ja in den USA. Claudine Gay s'appelle ainsi aux États-Unis. Elle était la présidente de Harvard et elle a dû partir, car finalement des accusations de plagiat ont été portées contre elle, après qu'elle se soit positionnée positivement sur la liberté d'expression de ses étudiants concernant la Palestine. Et puis elle a été assez rapidement écartée. Et nous voyons cela aussi dans d'autres domaines. Donc, le très grand et très célèbre YouTuber Russell Brand n'a pas été confronté à des accusations de plagiat, mais des accusations de harcèlement sexuel lui ont été faites. Et sa chaîne de 6 millions sur YouTube a été immédiatement démonétisée au Royaume-Uni, sous prétexte que, oui, s'il y a des accusations, il ne doit plus rien gagner. C'est fini, bien qu'il n'y ait encore eu aucune inculpation. Donc ici, les gens sont vraiment détruits par des mécanismes sociaux, eux qui s'exposent également en public. D'où ma question, comment devons-nous, en tant qu'académiciens, gérer le fait que nous devons nous exprimer publiquement, car c'est aussi notre mission, et parce que nous voulons aussi le prendre en charge si cela nous menace, comme lui maintenant, de ruine financière et personnelle. Comment gérez-vous cette situation? Alors d'abord, pour aborder les accusations d'abus sexuels, l'un des tweets presque drôles, quand ma démission a été annoncée, était « Si Madame Géraud avait été un homme, on l'aurait accusé de MeToo. Si on ne l'avait pas accusé de MeToo, on l'aurait accusé d'abus sexuels. » J'ai trouvé cela drôle parce que cela montre clairement, quand on ne trouve rien d'autre, le plagiat doit servir de dernier recours, qui est bien sûr seulement une accusation dans l'espace intellectuel ou académique. La plupart des gens dehors font du copier-coller. Que ta note de bas de page soit correcte ou non, l'essentiel est que le livre soit bon, disons-le. D'ailleurs, pour le dire encore une fois, on peut vraiment me reprocher beaucoup de choses.
disons des négligences, oui. Néanmoins, en un an, sur 2 sujets différents, le corona et l'Ukraine, j'ai écrit des livres de 300 pages qui ont tous les deux été des best-sellers. Donc on pourrait aussi reconnaître la performance intellectuelle, voire créative, et dire oui, c'est une bonne performance et il y a malheureusement quelques erreurs. Alors, je corrige les erreurs et c'est bon. Cela serait un peu comme le Boos avait dit, la forme suit la fonction, la forme suit le contenu. Alors qu'aujourd'hui, dans l'espace académique, nous vivons très souvent le contraire. Donc nous avons vécu avec Corona, par exemple, des études parfaitement formées qui ont ensuite examiné quelques 3 sujets pendant une semaine pour dire que le vaccin est très efficace. C'est le contraire ici, la forme est respectée, la surface est super propre, mais il n'y a rien en dessous. Juste pour dire ça, je trouve ça très important. Nous voyons que le plagiat doit souvent servir de dernier recours quand on peut penser à aucun autre reproche. D'un autre côté, et ça doit peut-être aussi être mis en perspective avec le principe de proportionnalité, si vous regardez l'espace politique, disons le scandale du vaccin Pfizer, donc l'acquisition des vaccins ou Pfizer, un scandale de péage où un ministre signe le contrat en dépit d'un meilleur savoir, bien que la décision de la CJUE ne soit pas encore là. Et toutes ces choses où je ne veux même pas mentionner Cumex, où l'on peut au moins affirmer de sérieux cas suspects de corruption qui ne sont pas poursuivis pénalement, ou où il n'y a pas non plus de commission d'enquête. Ainsi, ce serait également intéressant pour les sociologues, pour les historiens, de rechercher sur quelles accusations une société réagit et sur lesquelles elle ne réagit pas. Auf welche Anwürfe eine Gesellschaft reagiert und auf welche nicht. Also was ist sozusagen ein Alors, quel est en quelque sorte un reproche où une société, une république dit « Oh, à un moment, il y a de la fraude » et ainsi de suite. Mais nous ne poursuivons pas cela, mais il y a quelques petites erreurs d'inattention et celles-ci doivent maintenant être sévèrement poursuivies. Donc, il y a clairement un déséquilibre. C'est aussi palpable, ce serait la première chose. Et la deuxième, comme dit que l'accusation de plagiat est à peu près la dernière chose qu'une société, également intéressante pour les sociologues, ne peut plus vraiment utiliser d'autres accusations. Donc, l'évasion fiscale est presque devenue une peccadille. Je dirais, tromper sa femme est aujourd'hui aussi une peccadille. Prendre des drogues aussi. Cela signifie, avec quoi voulez-vous donc vous débarrasser de quelqu'un que vous trouvez gênant? Et le plagiat a encore un certain impact. Donc, je trouve cela intéressant. Il faudrait aussi aborder que faisons-nous avec ChatGPT. Donc, si nous disons maintenant il y a eu au Japon un prix Nobel de littérature ou quelque chose comme un prix littéraire japonais où l'auteur a dit qu'elle avait écrit 5% de son roman avec ChatGPT. Elle l'a même admis lors de la remise du prix. Donc la question est de savoir comment nous allons traiter avec le concept de propriété intellectuelle et ces accusations de plagiat à l'ère de ChatGPT à l'avenir. Exactement. Je vais ici plus tard, lors de la production, afficher brièvement un article qui m'a été montré hier par mes amis scientifiques, dans lequel un papier publié dans un journal, évalué par des pairs, est présenté. L'introduction commence par « Sur, here is a possible introduction ». C'est une introduction GPT dans un journal évalué par des pairs qui a été publié. Oui, exactement. Mais je jappe. Ja, genau. So. Aber jetzt kommen wir zu Ihrer eigentlichen Frage. Maintenant, nous arrivons à votre question principale. Comment gérer le fait que nous voyons cela maintenant, analysons dans différentes directions? Parce que jusqu'à présent, nous avons essayé de contextualiser et en fait, nous avons également donné à la société quelques réflexions. Comment voulez-vous gérer le plagiat, les chasseurs de plagiat, les disproportions d'évaluation, etc. Et votre question également, en ce qui concerne la professeure de Harvard, vous m'avez demandé comment gérer le sentiment que dans un pays qui garantit formellement la liberté d'expression et la considère comme un bien précieux, donc comme un droit fondamental protégé dans la Constitution de manière permanente, on a le sentiment que cela ne se produit pas malgré tout. Quelle est alors la propre pression, si on ose encore?
Et la réponse la plus honnête que je puisse donner est « Je n'aurais pas supposé que cela se passerait ainsi ». J'avais simplement, si je puis dire, une très grande, j'avais et j'ai donc. C'est pourquoi je suis vraiment impatient d'être au procès le 24 avril. J'ai une grande confiance en cette République et je souhaite que la présomption d'état de droit tienne. Car si cela n'est plus possible, alors nous devrions vraiment nous demander ce qu'est la science aujourd'hui. La question est donc posée. Cela signifie que si l'on examine différents cas, vous avez mentionné le travail des professeurs, on pourrait trouver de nombreux autres exemples de culture de l'annulation. Oui, également Madame Schroeter avec ses livres sur l'islam. Si nous devions donc tracer cela à travers différents cas, y compris dans le débat sur le genre, femmes et hommes, qui a encore le droit de le dire, qui est ensuite expulsé de l'université. Il y a donc de nombreux cas pertinents, également dans différents domaines d'études. Oui, biologie, études islamiques, études européennes. Cela signifierait alors réellement qu'on ne peut plus penser différemment. Cela signifie qu'on nous enlève la possibilité d'examiner les choses sous un autre angle. Et ce, même juste pour dire ensuite « Ok, mon examen était le mauvais, je te donne raison », mais qu'on pose au moins l'autre côté sur la table. L'autre côté doit être entendu. Oui, c'est ce fameux proverbe latin que la science est un discours qui ne peut fonctionner que si l'un dit A et l'autre B, et que nous arrivons ensuite quelque part à C, à une synthèse. Donc, l'opinion dominante, l'opinion minoritaire, et ainsi de suite. Si cela nous est retiré, et ce serait la conclusion, que la possibilité de voir les choses sous un autre angle est de plus en plus retirée par cette limitation. Et cela à travers des mécanismes qui deviennent autonomes. Un mécanisme est certainement les fonds tiers, c'est-à-dire qu'on écrit dans la demande uniquement ce que l'on sait être souhaité. Alors cela est également soutenu. Et ce qui n'est pas souhaité n'est pas soutenu. C'est aussi une forme de censure sublimée en fait. Donc on sait déjà à l'avance que cela ne passera pas. Si je veux de l'argent, je ferais mieux de l'écrire ainsi. Le deuxième point concerne effectivement les algorithmes, qui, lorsqu'ils pilotent un moteur de recherche et ensuite construisent leur parcours littéraire, le moteur de recherche élimine déjà tout ce qui est critique. Cela signifie que nous avons manifestement des processus qui renforcent ce que dans les années 90 on appelait déjà la pensée unique, c'est-à-dire la pensée uniforme. Et je trouve que, au-delà du cas Giraud, disons, c'est le cas pour la société. C'est vraiment une question pour la société, si elle le souhaite.